euh, Justin Conan, ou bien non, Opéry. De l'autre côté, je pars avec euh, Sengo, parce que je ne peux pas mettre les deux. Je mets Sengo ou l'autre. Les deux ne vont pas jouer, vont pas penser en même temps. Moi, j'avais déjà évoqué ça lors de choses, lors de la rencontre dernière. Pourquoi? Parce que, y compris les autres qui étaient blessés, Abadou et l'autre qui était blessé, l'entraîneur voulait essayer quelque chose, voir. C'est-à-dire, en cas de besoin immédiat, c'est comme ça qu'il allait jouer. Mais je ne peux pas, je me vois nos deux latéraux droite commencer et puis, comment ça s'appelle la même le défenseur, l'autre là, va s'asseoir pour attendre. Non, moi, je ne vois pas comme ça. Donc, je pars avec Abadou et je pars avec l'autre aussi, comment ça s'appelle là Demander. Ousmane Demander à la défense. Maintenant, Sengo ou l'autre commence. Sengo ou Gela commence. D'où il commence. Maintenant, mes milieux, je pars avec Sangaré et comment on appelle la même Oulaï. Je crois Kissé, Pépé. Ce sont les quatre. Ce sont les quatre. Même mon attaque, je pars avec comment ça s'appelle là comment on appelle la même Ahmad. Ahmad. Non, je pars Ahmad Ouaï. Et de l'autre côté là-bas, comme je l'ai dit là, je préfère que l'autre attende un peu. Moi, je préfère jouer avec Azumana. Ok. Ok, ça marche. Ivan, tu as quelque chose à dire? Bonne arrivée. Est-ce que nous entend? Adams. Est-ce que tout le monde a donné son 11 ou bien? Noël a donné son 11. Pascal, et toi, ton 11? Comment est ton système de jeu que tu vas employer? Donc, toi, tu ne voyais pas Inao commencer, hein, c'est ça? Si, je vois Inao commencer dans un 4-3-3, mais si on veut jouer, si le coach veut partir avec un 4... Je pense même pas même qu'il va se tromper même pour prendre 2 millions. Je pense qu'il va jouer un 4-3-3. Et puis même, si vous ne faites pas attention même là maintenant, il risque de jouer même avec Seko, Seri et puis Kessie, au fait. Non, Seri ne peut pas commencer match là, non. Non, qu'est-ce qu'il y a? Seko, Sangaré, Kessie. Ouais, il peut faire ça. Ça même, ça va pas m'étonner. Il peut faire ça. Dans un 4-3-3. Deux milieux, face. Les gars ne font rien. Ouais, Sangaré ouais. et puis Inao, juste. Inao, déjà, même là, deux équatoriens l'ont bousculé un peu seulement. Ok. Vous pensez que vous avez à faire les enfants du cœur? Non, il pense qu'il va vraiment fâcher avec. Moi, ça ne va pas m'étonner. Mais en tout cas, le 4-3-3 là, ça nous série pas. Moi, j'ai une formation que j'aime bien, mais ça nous série pas. Si tu me dis le 4-4-2, le 4-2-3 face à l'Allemagne, je suis d'accord. Parce que je m'attends à ce que l'Allemagne ouvre un peu plus le jeu. Peut-être même que l'Allemagne ait la possession de balle, tu vois. Quand c'est comme ça, c'est facile pour les joueurs techniques de s'exprimer et puis de mieux voler, même si je m'attends à ce que... Parce que même l'Allemagne, même dans les milieux de terrain, ils jouent avec un double pivot. Et puis... Bien fouillé. C'est qui joue? Attends. C'est qui joue? Non, moi, je pense pas. Je pense que si Inao joue, c'est dans un 4-3-3, en fait. Voilà. On va jouer avec Kessie et puis Sangaré en sentinelle et puis Inao et puis Kessie devant. Voilà. Ouais, ou bien il peut. Ouais, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va mettre. Surtout j'ai vraiment hâte aussi. La paire défensive, je veux voir qu'est-ce qu'il va prendre. Moi, je ne pense pas qu'il va risquer de faire commencer Kosunu. Je ne pense pas. Voilà, tu vois, les Allemands, je te coupe, c'est ce que je disais. Les Allemands jouent avec un double pivot. Ici, le dernier match qu'ils ont joué face aux États-Unis, ils avaient Pavlovic et puis Nmeka.
et puis devant en 10, façon Moussiala. Tu vois, Moussiala, c'est pas un défenseur. Maintenant, sur le côté, ils ont Vritz et puis ils ont le roi Sané, qui sont des ailiers. Tu comprends un peu? Donc, ça fait que tu sais pas un milieu costaud comme. Bah oui, je comprends. On a besoin de gars milieu auquel. Voilà, comme le milieu auquel on aura à faire face aux Équatoriens, en fait. Wow. C'est pour ça que moi, je parle de jouer en 4-3-3 face aux Équatoriens, en fait. Maintenant, même face au Curaçao, on peut jouer aussi en 4-4-2. En 4-4-2, mais en 4-2-3-1, qui va nous permettre aussi d'avoir un jeu un peu plus offensif, en fait. Mais... Ouais, je vois. Surtout, quand moi-même, la formation contre les Équatoriens, ça va être un football vraiment brut, vraiment physique. Exactement. On aura besoin de gars costauds. Voilà. Ça peut être contradictoire, ce que je dis, parce que en même temps, je ne m'attends pas à ce que offensivement, les gars produisent grandes choses, en fait. Tu vois un peu, non? Je ne m'attends pas à cela. Donc, de ce fait-là, normalement, on aurait dû peut-être ajouter plus de joueurs sur le plan offensif, mais je préfère quand même avoir cette marge de sécurité-là pour un premier match. Et vous savez toujours, les premiers matchs pour entrer dans une compétition ne sont jamais faciles. Voilà. Donc, tu n'as pas venu t'emmener à une compétition parce que dans votre 4-2-3-1, c'est comme si on joue pratiquement avec 4 joueurs à vocation offensive, au fait. Parce que les autres disent qu'on va jouer, tu vas jouer avec une pointe, peut-être Wai, tu vois, non? Ahmad sur un côté, Yann Demandé sur l'autre côté, ça fait 3. Et puis, tu as plus Pépé encore, ça fait 4 joueurs sur le plan offensif, au fait. Et puis, tu as ton double pivot qui est là. C'est vrai que peut-être ils vont me dire que les ailiers vont descendre pour venir aider, mais ce n'est pas pareil que quand tu as 3 milieux qui sont là pour être là pour les tâches défensives et puis peut-être qu'essayer dans un rôle un peu de box-to-box pour apporter un peu le surnom dans le cas adverse et puis dans la surface de réparation, en fait. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant, peut-être après, en deuxième mi-temps, selon la physionomie du jeu, si les gars essaient, s'ils sont menés, par exemple, qu'ils essaient de se découvrir un peu plus, ils laissent un peu plus d'espace. Maintenant, là, on va dire non, on peut changer de système et puis évoluer peut-être dans un 4-4-2, dans un 4-2-3-1. Mais il ne faudrait pas qu'on se fasse découvrir comme ça. Les gars risquent de nous bouffer, au fait. Voilà, de nous bouffer. Ils risquent d'avoir la possession de balle et puis ça va être un match qui va être difficile. Sinon, dans le meilleur des mondes, le 4-2-3-1 serait approprié. Et puis, il y a beaucoup de choses que les gens oublient, c'est que dans le 4-2-3-1, c'est qui vous allez jouer avec votre double pivot, en fait. Sangaré, Kessié ou Sangaré, Inao. Non, mais moi, je pense que, bon, il passe plutôt avec le Sangaré Inao, mais le problème, c'est est-ce que Inao va laisser Kessié sur le banc. Est-ce qu'Inao va commencer pour laisser Kessié sur le banc? C'est ça le problème. C'est ça. Et ça, et puis pour être honnête aussi, là, en fait, c'est vrai que le petit est bon, mais il n'a pas encore trop d'expérience. Hein. Il n'a pas trop d'expérience encore de grandes compétitions. La CAN, c'était juste sa première compétition. Il a joué 2 matchs. Voilà, donc il continue d'apprendre, en fait, par rapport à Kessié et Sangaré. Il peut commencer, mais est-ce que le coach va faire ça? Pour moi, Inao a les épaules pour. Sinon, moi, double pivot, c'est Sangaré Kessié. Hein. C'est le double pivot. Et puis, moi, tu vois, non, vas-y. Donc, et puis, bon, pourquoi il a dit que Inao doit commencer, Inao va jouer aussi au milieu, parce que les deux sont là, puis bon, Inao, lui, il a même temps chose, il récupère plus, c'est quelqu'un qui est quand même technique, qui va un peu plus, tu vois, non, donc là, il va jouer avec Pépé au milieu, là. Pépé, bon, tu vois, non, et c'est que Inao, là, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il est dans toutes les fronts, c'est pas un joueur qui est stable. Souvent, il va du côté gauche même, pour aller même aider l'ailier qui est là-bas, là. Quand Inao joue, on sent même le jeu même de choses, comment on appelle Yann Diomandé. Voilà, effectivement, c'est à cause ça, il dit, moi, je le préfère. Étant jeune, c'est quelqu'un qui va toujours au charbon. Moi, je préfère, pourquoi j'ai mis Inao dans le 4-3-3, au moins, je me dis qu'il est entouré de deux joueurs expérimentés, de deux joueurs qui ont l'expérience, qui pourront lui permettre de tenir d'abord la pression, parce que c'est un match de Coupe du Monde. Et puis, en plus, qui pourront aussi le recadrer sur le terrain et tout ça. Voilà. Et ça va lui, je pense que ça lui permet même de jouer plus libéré, de savoir qu'il a deux joueurs à sa côté, pas au fait de jouer juste avec Sangaré dans le milieu. Ça peut être une sorte de pression pour lui, en fait. Moi, je pense qu'il a les épaules pour. Hein. Franchement, je pense qu'il peut commencer. Il a les épaules pour. Inao, là, il faut regarder sa manière de se comporter même. C'est un enfant qui n'a pas. Lui, s'en fout de pression. Hein. C'est quelqu'un même là. Quand tu mets sur chose. Quand souvent, dans nos jargons, on dit que c'est un enfant qui n'a pas froid à l'œil.
Inao, c'est un gars comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu le mets dans un match comme. Ce qui peut être un peu difficile pour lui, c'est-à-dire que ses conditions physique par rapport peut-être que les autres vont le cogner. Sinon, que moi, je ne pense pas que la pression, ça là, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est ça qui parlait même de la condition physique, en fait. Oui. C'est tout ça même qui est mon inquiétude. Bon, mais comme dans ce match-là, comme il a dit, Christian, c'est vraiment des parties avec nos gars qui vont jouer. Wow. C'est un Sangaré, et puis que s'ils ont les bonnes consignes, ils peuvent partir au charbon. Il était aussi lui aussi, on ne sait pas. Hein. On sait pas voilà, justement. S'il va se transformer en 10, en 9 ou bien s'il va jouer vraiment comme ce qu'on lui demande. Il y a autre chose aussi. Peut-être qu'on joue avec, comment on l'appelle, Sekou aussi, Sekou Sangaré. Peut-être aussi là, ça peut marcher aussi. D'où pivot. C'est ce que je vois aussi. Peut-être. Ça là. Non, je pense pas. Sekou Sangaré, ça peut pas marcher. Ok. Pas marcher. Parce que le match passé, le match contre la France, il m'a donné beaucoup d'impression sur ça. Il y a quelqu'un qui monte, qui descend, et puis à la défense, il a enlevé beaucoup de balles même. Puis, Mbappé, c'est lui-même qui vient arracher même, à 2 reprises même. Il vient. Effectivement, il a fait une très bonne première mi-temps. Oui, c'est quelqu'un qui a l'habitude de monter. Et puis, en tout cas, il était au large du terrain, il montait, il revient, il montait, il revient. Il est en train de retrouver sa forme, en tout cas. D'accord. Toute chose, moi, je dis que ça va dépendre de la préparation physique de chaque joueur. L'entraîneur va se passer aussi dans ça pour faire son effectif. Si tu vois qu'à l'entraînement, ça rend son système de jeu. Bon, nous, le fait que le dernier mot revient à l'entraîneur. Hein. Et puis, non, nous, ce qu'on le souhaite, il ne faut pas qu'il bricole pour nous donner parce que avec lui, il faut t'attendre à tout. Quoi. Donc, c'est vrai que nous, on a un peu peur. Moi-même, j'ai toujours dit que nos premiers limites, c'est nous-mêmes. Donc, c'est ça. Il a su faire une bonne sélection. En tout cas, on va les voir. Parce que j'ai confiance au donc, c'est ça. Ok, effectivement. Il y a les statistiques des Équatoriens. 20 tacles en moyenne par match. Interception, ils ont près de 10 interceptions par match. Dégagement, 26. Ils ont eu les cages violées 5 fois. Ils ne marquent pas beaucoup, 1,1 but par match. Tir cadré, 3,8. Grosse occasion par match, 1,2. Voilà. Ils ont joué 13 matchs. Ils ont marqué 14 buts. Ils ont encaissé 11 passes décisives. Ils remportent près de 60 duels par match. Ils commettent beaucoup de fautes. Hein. Oui. 18 fautes en moyenne par match. Voilà, parce que c'est des gars qui sont vraiment costauds, en fait, qui aiment cogner, au fait. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose. C'est des gens qui jouent physique, ils lèvent la tête, comme la défense aussi, mais c'est des gens qui ne vont pas aussi vite. Ils sont pas aussi. Voilà. Maintenant. Désolé. Non, c'était pour savoir. On sait que Adam, ça tombe tout. On sait que tu n'aimes pas, tu es plus porté sur le collectif, mais au vu de l'état de forme de l'Équateur et puis de leur système de jeu, c'est quel système de jeu que toi tu préconiserais face à l'Équateur, en fait? Voilà. D'accord, donc, comme Noël, je vais prendre la parole. Non, Noël avait déjà intervenu. Vas-y. Ah, d'accord, ok. Par rapport au match face à l'Équateur, ça, on devait proposer un 11, quoi. C'est ça, non? Il y a un 11 et puis un système de jeu. Bon, je pense que déjà, l'Équateur, c'est une équipe déjà qui est solide, qui vraiment a une assise défensive. Ça se montre par ses différents résultats. Ça fait plusieurs matchs maintenant qu'elle ne perd pas. Et quand tu fais une analyse de ses récentes performances avec leur équipe, là, tu vas voir qu'il y a plus de nuls que de victoires. Bon, bref, pour moi, c'est un match qui va se jouer à l'usure. Hein. Un match qui sera difficile. C'est comme ça, un début de compétition, c'est toujours difficile. Le match va se jouer à l'usure, à l'expérience aussi, parce que les Équatoriens se sont expérimentés. Ils ont des joueurs qui sont expérimentés, c'est une équipe aussi qui prend moins de risques, que ce soit dans la construction du jeu, qui n'hésite pas à jouer qui n'hésite pas à avoir un jeu direct et qui n'hésite pas aussi à jouer avec intensité, à presser l'adversaire et à pousser l'adversaire à l'erreur. Avec cette équipe équatorienne aussi, la moindre erreur se paye cash, donc il va falloir aussi éviter de jouer à la baballe avec eux, de perdre des balles aussi dans le milieu terrain. Ça sera vraiment déterminant ce match-là. Il va falloir beaucoup d'expérience. Mais si je devais
choisi un 11 qui allait peut-être compétir à cette équipe de l'Équateur, je pense que on va aller avec Yaya Fofana dans le but pour moi. Et en défense centrale, pour moi, on aura peut-être un Agbadou et un Ousmane Diomandé pour moi. Au poste de latéral droit, peut-être un Guila Doué. Et au poste de latéral gauche, un Gislain Konan. Au niveau de ma ligne médiane, je pense que il va falloir aller avec un Ibrahim Sangaré, un Chris Inao et un Franck Kessé. Et puis en attaque, un Yann Diomandé, un Anjouan Boni et puis un Amad Diallo pour moi. Ouais, donc tu évolues dans un 4-3-3. Oui, un 4-3-3. Parce que bon, j'aurais aimé évoluer dans un 4-4-2, mais le 4-4-2 là, je pense que 4-4-2, j'aurais vraiment une bonne profondeur de banc. Donc pour moi, qui va me permettre d'avoir une bonne profondeur de banc lorsque le match sera. Effectivement, parce qu'avec le 4-4-2, tu as besoin déjà d'au moins 4 joueurs à vocation offensive sur le terrain. En fait. Ça diminue un peu. Avec le 4-4-2, soit tu vas partir peut-être avec Boni, Wai, tu vois. Bon, si tu vas avec Boni, Wai. Ouais, salut Adam, salut Joël, salut Noël, salut Christian. Je suis là maintenant. Donc, comme je dis, Jean, par exemple, si tu veux aller avec un 4-4-2, ce sera midi soit avec un Eli Wai, un joueur Boni ou un joueur Boni, un Nicolas Pepe, tu vois, non? Donc, effectivement, je suis d'accord avec. Donc, pour moi, là, ce genre de match, en première mi-temps, là, il n'aura pas grande chose qui vont se passer. Le match va s'emballer. Il n'y aura pas assez d'espace. Voilà, donc pour moi, ça serait un match où les joueurs qui vont se juger, ils vont s'observer tactiquement, ils vont rentrer au fur et à mesure dans le match. Donc, ça ne sert à rien de faire rentrer un peu tous mes pions offensifs. Alors que si j'ai un Nicolas Pepe qui est sur le banc, si j'ai un Eli Wai qui est sur le banc, je sais que lorsque le match va tendre en seconde mi-temps, après l'heure de jeu, à 60e minute, 65e minute, où maintenant les efforts vont commencer à se faire ressentir dans les jambes, tu as toujours des armes offensives assez violentes, assez percutantes, qui peuvent encore rentrer et puis encore imposer encore un nouveau rythme encore à ces joueurs qui ont déjà peut-être plus d'une heure de jeu dans les jambes, tu vois. Alors que si tu démarres peut-être avec Nicolas Pepe et un joueur Boni, Amad Diallo, ça diminue même ton profondeur. Tu n'auras peut-être Adingra ou Bazou, mais c'est pas par rapport à un Singo qui sort du banc, c'est différent, tu vois. Donc, il faut prendre cet aspect-là. J'aurais aimé aussi mettre Singo dans l'axe, mais on ne sait jamais. Si jamais, au cours du match, on est mené, on a une phase de réaction, je pense qu'un Wilfried Singo à la place de Guela Doué pourra nous apporter aussi un plus offensivement, tu vois, avec ses percussions, tout et tout. Donc, toujours être dans la notion, dans la continuité de dire que le match, ça se joue sur 90 minutes. Il faut être capable de garder des hommes sur le banc qui pourront vraiment avoir un apport considérable en termes de percussion, de vivacité, de vélocité. Donc, moi, si un Yann Diomandé démarre, je pense qu'un Simon Adingra peut le remplacer. Si un Amad démarre, je pense que aussi peut le remplacer. Et si un joueur Boni démarre, je pense qu'un Eli Wai serait servi d'entrer en jeu. Et au milieu du terrain, je préfère un point de fil, un Sangaré, et puis mettre un Chris Enao pour peut-être avoir plus de créativité, mais assurer un peu, mettre un peu de l'expérience au niveau de la ligne médiane pour éviter vraiment certains désagréments au niveau de la ligne médiane. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois. Sinon, j'aurais aimé vraiment le 4-4 humain. Je passe le 4-3-3 en me basant sur le fait que je pourrais avoir, à partir d'une certaine période du match où je sentirais un peu les Équatoriens un peu fatigués, un peu boostés physiquement, faire rentrer encore des éléments assez percutants pour encore déstabiliser puis là-dessus. Avec un Eli Wai qui a une bonne pointe de vitesse, un Nicolas Pepe, un Simon Adingra, je sais qu'ici, ils ont un coup de jeu, ils peuvent encore apporter cette grinta-là pour pouvoir faire la différence. Si jamais ceux qui ont commencé le match n'ont pas pu vraiment déstabiliser le groupe. Donc, c'est dans cette logique-là que je vais pas peut-être mettre d'entrée mon quatuor offensif, tous mes 4 bons joueurs, 5 bons joueurs offensifs. Effectivement, moi-même, c'est la même formation que j'ai eu, un 4-3-3. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai préféré prendre un 4-3-3 par rapport que je pourrais prendre un 4-3-3 par rapport aux autres qui ont pris un 4-4-2, c'est que pour un premier match, je veux jouer avec assurance, au fait. Voilà. J'ai besoin de cette assurance au milieu du terrain, surtout que je sais que les Équatoriens, ils jouent toujours avec la densité au milieu du terrain. Voilà. Ici, ils ont tendance à jouer à un 3-4-3 après, ou bien un 3-5-2 quand ils sont en phase défensive. Donc, comme je disais aux autres, si vous jouez avec un 4-2-4, on va se faire manger au milieu du terrain. Et puis, ça va demander beaucoup d'efforts aussi de la part de nos milieux excentrés, nos ailiers qui seront obligés de venir supporter nos deux milieux dans la ligne médiane qui auront beaucoup à faire. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ce 4-3-3. Et là même, tu viens de me donner un argument par rapport au 4-3-3 qui est le fait qu'avec le 4-3-3, tu as encore beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent après entrer sur le terrain parce que tu commences dans un 4-4-2, tu as déjà au moins 4 joueurs
à vocation offensive sur le terrain, en fait. Voilà, ce qui peut réduire après tes options sur le banc. Donc, pour un premier match, c'est mieux d'avoir un milieu assez solide. Je pense que le trio Sangare, Inao, Kessie peut faire affaire face au milieu équatorien qui, je m'attends d'ailleurs à ce qui, sur le plan offensif, il n'offre pas grand-chose. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux d'être prudent, surtout quand tu joues ton tout premier match de la compétition. C'est toujours bien de bien entrer dans la compétition. Oui, moi, mais le 4-3-3, je pense que même le 4-3-3, il évolue sur le terrain. Hein. Il suffit simplement que tes alliés reviennent au niveau de la ligne médiane. Il suffit simplement que peut-être un Chris Enao ou un Franck Kessié se mettent. Et bon, un Chris Enao, peut-être, ou un Francis Franck Kessié, ça dépend. Dans ton 4-3-3, ça dépend des équipes. Il a mis Kessié en box-to-box. Bon, si tu mets Kessié en box-to-box, par exemple, dans l'animation, là, Kessié peut aider peut-être Boni en train de faire le premier pressing en train de faire le premier pressing et puis Inao en 4-2-1-3. ça peut se transformer en 4-4-2 gens il s'appelle comment même Ibrahim Sangare Inao derrière avec les deux ailiers qui redescendent un peu au niveau de la ligne médiane ça forme et puis Kessié qui bat l'attaquant vu qu'il est en box to box qui peut se projeter en regard de surface maintenant si tu mets Kessié Sangare devant la défense Inao peut être devant là-bas au cas où pour faire le premier pressing. Mais ça c'est en phase offensive en fait. Ça c'est quand on a la balle. Voilà, enfin, quand tu seras peut-être en phase défensive, oui, on peut passer du 4-3-3 au 4-4-2. Il suffit simplement qu'il y ait un milieu qui se projette pour aller aider l'attaquant à faire le premier pressing. Et puis, les deux alliés descendent pour compléter les deux autres milieux là. Et puis, c'est fini, ça fait un 4-4-2. Tout est dans l'animation. Mais moi, là où moi, je pense que c'est important, pour moi, je pense que vu qu'on a plus d'alliés que d'avant-centre là, c'est mieux de pouvoir aller 4-3-3 parce que comme ça, tu as la possibilité de faire deux trios. C'est-à-dire qu'un trio d'entrée peut être composé de Yann Diomandé en jouant Boni et Amad Diallo qui peuvent épuiser un peu la défense, l'équipe adverse, avec les courses. Quand tu vois, plus le match avance, plus les défenseurs, avec les efforts défensifs qu'ils font là, ils commencent à être diminués physiquement. Et tu as cette opportunité encore de faire un autre trio encore, tel qu'un Simo Adengra à la place de Yann Diomandé, un Eli Wahi pour prendre l'espace, et puis un Nicolas Pepe à la place d'Amad Diallo encore, qui peut encore travailler encore cette défense qui est épuisée. Avec leur vivacité encore, ça peut faire feu, tu vois. Mais si tu es un 4-4-2, comme tu l'as si bien dit, tu auras peut-être 4 attaquants, et peut-être parmi tes 4 attaquants là, il va te rester peut-être. Si tu joues avec Wahi et Boni, c'est que tu as Guisson comme attaque avançante qui est sur le banc. Mais Adam, tu vois, c'est pas le meilleur de nos 9. Adam, voilà. il y a un point que nous, on ne prend pas en compte. Hein. C'est l'Équateur. L'Équateur, la Colombie, les pays latinos, là. Ils sont dans une zone où est-ce que ils sont au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça veut dire que ils ne se fatiguent pas comme ça, en fait. Donc, jouer sur leur fatigue, je pense que ça va pas nous arranger parce qu'ils seront pas fatigués. Voilà, ça va être... Ils sont plus endurants, en fait. Voilà, plus endurants. On appelle attitude. Voilà. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Tu sais, il y a un truc, il y a une notion qui est très importante. Les joueurs, la majorité des joueurs équatoriens sortent d'une saison jusqu'à aboutir, où il y a déjà plus de matchs dans les jambes. Je te prends par exemple un Capier qui joue à Arsenal. Je te prends un William Pacho, les deux ont joué la finale. On a vu un Capier sorti un peu sur blessé. On a Pacho même qui a des pépins physiques, qui est blessé au repos. Donc, défensivement parlant là, tu sais, quand on parle, il ne se fatigue pas. Moi, je suis très bien sur le football équatorien. C'est un football assez vif. Mais défensivement parlant, à force de courir derrière les attaquants, à force de répéter les efforts sur un terrain de football, là, tu n'as plus ta lucidité du minute, tu n'as plus ton énergie de départ. Ton énergie de départ n'est pas égale à ton énergie à la fin du match. Tu vois, arrivé un moment, c'est pareil pour les deux, quand même chez nous aussi, défensivement aussi, on aura arrivé un moment du match où la lucidité de départ ne sera pas égale à la lucidité d'arriver ou de fin du match. Donc, arrivé un moment, avoir que le jeu, la qualité de jeu va diminuer parce qu'on tend vers la fin du match, la nervosité, avoir couru pendant longtemps, donc ça commence à peser dans les jambes. Tu vas avoir des joueurs qui ont des crampes, etc. Là-bas, ça va plus se jouer au mental. Dans ces moments décisifs là, si tu as des joueurs qui peuvent encore, qui viennent, qui rentrent, qui sont frais, qui peuvent bousculer encore, ces joueurs qui sont déjà peut-être diminués physiquement par rapport à l'entame de jeu qui est la première mi-temps, ça peut être un plus, tu vois. Ça peut être un plus. Pour moi, ça peut être un plus. Pour moi, un Nicolas Pepe qui sort du banc avec une bonne fraîcheur physique peut facilement travailler un latéral qui a peut-être déjà dû travailler face à Amad Diallo qui peut-être a commencé à être diminué un peu physiquement. À moins que peut-être l'entraîneur aussi, peut-être s'il voit ça, il peut faire aussi un changement, faire sortir son latéral, qui fait rentrer un nouveau latéral aussi. Ouais, donc, et puis aussi, il y a le match contre l'Égypte. Ils nous ont étudié, les gars maîtrisent notre 4-3-3. Donc, il faut vraiment jouer le jeu. Moi, je pense que, bon... C'est vrai, ça, c'est de bonnes préoccupations. Le coach va pouvoir... Il va faire un semblant, comme il a changé comme l'équipe de France, et puis après, il va réajuster sa tactique. Sinon, je ne pense pas qu'il va aligner ce qu'il veut faire. Je pense que comment on appelle, au fil du match,
fil du match, peut-être à la 30, 35e minute ou à la mi-temps, là maintenant il va mettre en place le système qu'il voulait mettre en place. Sinon, en première mi-temps, attendez-vous à, comment on appelle attendez-vous du Fire MS, quoi, où il fait les formations, tu te demandes, mais d'où sort cet entraîneur là? Ouais. On verra bien. Joël, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voulais. Je ne sais pas si c'est un peu comme ce que Pascal a dit là. Je ne sais pas si je corrobore ou bien je m'aligne ou bien je donne plus de détails. Moi, je crois que ce que Pascal voulait dire, c'est qu'on doit faire attention à l'avantage du terrain de ces derniers. En fait, c'est un avantage du terrain, c'est tout. Ce n'est pas que. Sinon, le football, c'est les mêmes règles, c'est le même système, c'est le même jeu. Seulement que ce qui fatigue parfois, c'est le climat, c'est-à-dire que l'avantage du terrain des équipes. Puisque nous, on se déplace, on quitte dans un climat moins tempéré, pour aller dans un climat plus tempéré. Donc, je pense que déjà, même les joueurs même se plaignaient du niveau de la chaleur au stade, le degré. Donc, les fédérations se plaignaient de cette chose-là. Donc, je crois plus que. Je pense comme ça quand Il y a j'écoutais un Américain Pascal. Je ici, crois que c'est ce qu'il veut c'est dire. quoi la chaleur là, c'est comment? Voilà. Je Christian. crois que c'est ce que Pascal veut dire quand il parle de. Voilà, que n'oublions pas que les pays latinos sont ceci, sont cela. Parce qu'il dit que eux, ils jouent plus de matchs. Moi, je crois pas. Je crois pas. Nous tous, on a assisté ici que toutes les institutions qui sont affiliées à la FIFA, à l'UEFA, à la CAF, à la CAN et autres, ils se sont plaints pour dire qu'il y a trop de matchs. Il y a eu trop de matchs, en tout cas cette saison-là. Depuis la saison passée jusqu'à maintenant, il y a eu trop de matchs. Que ce soit en club ou en sélection, il y a eu trop de matchs. Ça faisait que les joueurs se plaignaient. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas vraiment de temps de repos, de temps de récupération. Donc, c'est avec cette même fatigue, après tout le monde va partir au mondial. Hein. Il n'y a pas un qui s'est bien reposé que l'autre. Peut-être seulement, je peux être d'accord, peut-être qu'on parle de, comment on appelle ça, de Pacho. Peut-être qu'il a joué la finale de la Ligue des Champions, pareillement à Marquinhos, pareillement à Saliba et consorts. Eux, peut-être, si on parle un peu d'eux, je peux peut-être comprendre. On dit que eux, ils jouent beaucoup plus. Je ne crois pas vraiment. Ils ont les mêmes niveaux, les mêmes chances. C'est la seule chose qui va jouer en faveur peut-être de certains. Ça sera le climat, c'est tout. Ça sera juste le terrain, l'avantage du terrain. Non, ça sera ça. Parce que imaginez un pays comme, je ne sais pas si c'est la Colombie, je crois bien, ils ont eu de leur stade mythique où ils n'ont jamais perdu. Où chaque fois qu'ils croisent les Brésiliens, les frappent là-bas. À cause de quoi? À cause du niveau de la. C'est pas les Boliviens. Bon, je ne sais pas que c'est un pays. Ils sont en altitude, en tout cas. Équateur, là. Tous les pays qui jouent là. Ici, là. Équateur, là. Donc, quand les Brésiliens vont jouer là-bas, ils ont toujours des problèmes par rapport à les climats. Parce que, effectivement, parmi eux, là, c'est ceux, ils sont adaptés, quoi. Les climats fatiguent les autres là-bas. Donc, quand l'autre a parlé, ce point a parlé, moi j'avais déjà suivi plusieurs matchs Équateur, même Argentine, même, ils ont l'habitude de taper presque toutes les équipes chez eux. Les gars n'arrivent pas à supporter les climats. Mais le climat est trop compliqué. En fait, moi, je pense que c'est ça, c'est juste ça. Le souci sera le niveau, l'avantage du terrain, de toutes les races qui sont sur le continent américain comparativement à tous ceux qui sont déplacés pour se rendre là-bas. Voilà, donc chacun aura son niveau d'intégration, son niveau d'adaptation et tout ça. Mais Dieu merci, nous on a la peau noire, donc la peau noire elle s'adapte à tout. Hein. Donc voilà, qui ne pense pas que nous on va venir en tremblant, non. En Équateur, les Équatoriens, c'est des noirs comme nous, hein, c'est des noirs comme nous. Voilà, donc c'est le même sens, c'est le même système immunitaire, voilà. Donc, je crois que et puis en plus, c'est en Amérique du Nord, on joue, hein, c'est pas en Amérique du Sud. Donc, voilà. Et puis les joueurs, ils ont longuement de temps de préparation pour essayer de s'acclimater. Mais bon, c'est clair que c'est des gars qui ont l'habitude de ce genre de climat-là, quand même. Donc, c'est un aspect à prendre en compte. Moi, je pense que en tout cas, cette compétition-là, ça va se jouer plus dans la tête que dans les pieds, au fait. Parce que pour moi, cette compétition-là, tu vois, c'est une compétition où toutes les nations croient en une chance de remporter ce tournoi. Et chacun viendra avec détermination, envie. Même, on verra que on va voir des petites nations que peut-être tout le monde sous-estime, peut-être présenter une très belle copie sur le terrain parce que ils ont la détermination, ils ont l'envie, ils ont la niaque de vouloir vraiment faire un bon résultat. Par exemple, laquelle moi je dis que ce match-là, ce tournoi-là, il faut une bonne préparation parce que l'ascendant émotionnel d'un tournoi comme la Coupe du Monde, tout peut se passer, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'événements, il faut rester lucide quand même, vraiment rester lucide. Et je suis d'accord aussi avec tous ceux qui ont proposé les systèmes tactiques 4-4-2, 4-3-3. Moi j'ai une question pour vous. Sont bons à prendre. J'ai une question pour vous. Pour vous tous. Pensez-vous qu'on a fait une très bonne préparation pour le mondial?
Je veux dire, si c'est à cause des matchs amicaux que tu dis ça, je ne peux pas te baser là-dessus, mais je veux dire, on est en train de faire une bonne préparation, je pense. On a livré un match assez correct face à la France. La préparation a commencé depuis le 25 mai. Ça fait pratiquement 2 semaines que la préparation a débuté. Moi, je me dis que le coach a eu le temps de. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont venus après. En gros, je pense qu'il a tout son groupe depuis au moins une semaine. Donc, il a eu le temps de passer en revue tous les joueurs. Ils ont dû faire des tests de performance, d'endurance pour voir un peu à quel niveau les uns et les autres. Puisque vous savez que c'est clair qu'il y a certains joueurs qui ont joué beaucoup de matchs, il y a d'autres qui n'ont pas joué autant de matchs. Donc, il y a des préparateurs physiques qui sont là, qui vont essayer de mettre tout le monde au même niveau. On a vu un match amical qui se joue en 3 temps face à l'Union B. Voilà, la préparation continue. La préparation continue. Je pense que pour le moment, ça se passe bien. La preuve, on a vu qu'Osonu qui a joué, donc ça veut dire qu'il a récupéré. Il y a Indica aussi qui a fait les entraînements aussi. Ça veut dire que ça commence à aller de mieux en mieux. Donc, je me dis que c'est on a une préparation optimale. Je vois des joueurs très en jambes comme Adengra. C'est vrai que c'était face à une équipe de collège, mais j'ai senti un Adengra quand même très en jambes. Et puis, on a joué sous le soleil. Nos joueurs n'avaient pas l'air d'être dérangés tant que ça, surtout que notre premier match se jouera à 18h d'ici. Donc, pour moi, voilà. Mais je veux dire que c'est après qu'on va voir le premier match. On va voir comment les joueurs vont tenir physiquement, comment ils vont répondre sur le terrain physiquement. Là, on pourra se prononcer définitivement pour savoir si effectivement il y a eu une très bonne préparation ou non. Mais pour le moment, je pense que tout se passe dans des conditions optimales, en fait. Et, Adam, je veux dire quelque chose. Après, Adam Joël. Je pense que la préparation là, sera faite, c'est fait sur 3 volets très importants. Premièrement, le plan physique, une préparation physiquement, on voit un peu le niveau physique de tous les garçons. Je pense que physiquement, avec le groupe au complet, le staff technique a eu vraiment à faire le point sur l'état de forme physique de tous nos garçons, les blessés, ceux qui ne sont pas blessés, et pour voir un peu la condition physique de tout et chacun. Après, il y a le volet psychologique où pour moi, c'est le plus important parce qu'à la veille d'une grande compétition comme la Coupe du Monde, pour moi, là, il faut le plus travailler sur le mental. Pourquoi je dis le mental? Parce que travailler le mental va permettre à ces garçons-là de se mettre au meilleur niveau, au meilleur niveau, à leur prime, si on peut le dire. La préparation mentale aussi sera très importante parce que lors de la compétition, tout peut se passer. Vous pouvez jouer un match où les décisions arbitrales ne vont pas à votre faveur. Il faut rester lucide, rester concentré. Vous pouvez jouer une Coupe du Monde où des faits de jeu peuvent peut-être une interruption du match, 30 minutes, on reprend après. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent jouer dans la tête des garçons. Vous pouvez encaisser un but émotionnellement, il faut être vraiment présent. Donc, cette préparation mentale, là, pour moi, c'est la plus importante. Après, la préparation tactique, mais pour moi, niveau préparation tactique, il ne faut pas s'attendre à grandes choses. À la veille d'une compétition, ils vont plus miser sur l'esprit du groupe, la cohésion du groupe et la solidarité, et l'envie commune d'aller chercher peut-être un résultat positif. Donc, ils vont plus peut-être tactiquement miser un peu plus sur l'intelligence de jeu des garçons eux-mêmes, sur leur créativité. Et pour moi, c'est peut-être sur ça peut-être que le staff technique va s'appuyer, donner les clés à ces garçons qui sont un peu les plus talentueux, les plus techniques, de pouvoir s'exprimer et apporter cette créativité-là offensivement. Mais je pense que peut-être si quelque chose doit se travailler plus tactiquement, ça sera peut-être sur l'aspect défensif. Ils vont peut-être travailler un peu comment défendre en bloc, peut-être plus resserrer les lignes, être encore plus compact, la concentration, surtout d'entrée de match, face à des équipes qui vont peut-être entrer fort dans le match, il faut rester concentré. Donc, tout revient aussi à l'aspect émotionnel et mental. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il va falloir beaucoup travailler. Et j'ai vraiment aimé le discours de M. Patrick Hachi parce que dans son discours, vraiment, j'ai senti que vraiment, il s'est mis dans la peau du supporter. Il a fait passer un message vraiment émouvant. Et je souhaite vraiment que ces joueurs-là prennent conscience de l'ampleur d'une compétition telle que la Coupe du Monde et que chacun puisse se mettre au diapason dès la première seconde de jeu jusqu'à la dernière seconde parce qu'il faut la concentration, il faut la lucidité et il faut vraiment être capable de vraiment survoler l'aspect émotionnel pour pouvoir rester lucide et concentré dans ces matchs de grands enjeux. Physiquement, je pense que le staff a fait son point et les joueurs qui vont débuter le match, le premier match à l'Équateur, ces joueurs-là seront ceux peut-être que le staff estime qu'ils sont peut-être susceptibles d'entamer, qui ont le jus nécessaire pour entamer la compétition. Mais après ça, tactiquement, comme je l'ai dit, offensivement, ils vont plus miser sur la créativité des garçons. Je pense que c'est pas la Côte d'Ivoire seule. Toutes les nations, à la veille d'une grande compétition telle que la Coupe du Monde, on n'a pas le temps de vraiment mettre plusieurs schémas tactiques en place. Ils vont miser plus sur l'intelligence des joueurs. En France, mais ça s'est fait avec un Ryan Cherki qui fait preuve de toute son intelligence de jeu, un Olysée qui fait preuve de tout son talent offensif, qui plante des buts à Ariane Robben. Ça, c'est des trucs qui viennent individuellement de la part d'un joueur. Sur ses capacités, on mise plus sur les capacités individuelles des joueurs. Apporter cette créativité-là
mettre ensemble des joueurs qui savent jouer au foot et puis à user un peu plus de l'intelligence de jeu dans les phases offensives et puis travailler mentalement pour qu'ils puissent venir et faire les efforts défensifs, courir sans cesse, sans se fatiguer. Je pense que ce sont ces trois points essentiels sur lesquels ils vont vraiment axer la préparation. Et pour moi, la préparation a commencé après le match face à la France parce que c'est là que le groupe est au complet. C'est là qu'on a eu tout le groupe. Donc, j'espère que vraiment, on aura toujours cette bonne dynamique de groupe, ce bon état d'esprit que vraiment ces joueurs-là vont jouer les uns pour les autres sur le terrain. Après ça, bon, on aura l'occasion de jauger un peu le niveau de l'équipe après le match face à l'Équateur. Joël, vas-y. Ok. Comment j'écoute la question de Pascal, je pense que c'est une question qui est très bien posée. Et je pense que déjà, ça va déjà venir chercher à répondre un peu aux inquiétudes en fond dans le cœur de chacun de nous, de chacun de nos supporters ivoiriens. Comme on le dit chez nous en Afrique ici, un chasseur qui va en guerre sans son fusil de chasse, il est déjà mort, c'est un bon chasseur. Donc c'est simple, hein. Si on se base simplement sur les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'on a fait de très bons matchs, de très bons matchs amicaux. On a presque gagné tous nos matchs amicaux. C'est déjà très bon. Donc ça déjà, ça laisse un bon présage pour l'avenir. Donc si on se base sur ces faits-là, moi je peux dire qu'on a quand même accompli 50% voilà, de la préparation. Et ensuite, il y a, comme tout à l'heure l'autre disait, il y a l'aspect psychologique. C'est très important l'aspect psychologique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Et ce qui crée la puissance aujourd'hui de la pensée, c'est la propagande. Voilà, je pense que la force des grandes nations aujourd'hui, c'est la propagande. Regardez un peu l'État d'Iran, les États-Unis, hein, Israël, comment est-ce que peut-être ils font leur guerre. C'est-à-dire qu'avant même de passer à l'aspect physique, avant de lancer même un missile, il y a déjà, c'est-à-dire que des pics, il y a déjà des façons, des manières, des stratégies de déstabiliser l'ennemi via les réseaux sociaux, via des communiqués, via les médias. En tout cas, toutes ces panoplies de choses-là, qui créent déjà un déséquilibre à l'endroit de la vie. Ça, c'est psychologique. C'est cette guerre psychologique-là maintenant que chacun de nous peut-être doit essayer de faire. Quand je dis chacun de nous, mais non, les joueurs, pas que les joueurs ne le font pas, ils le font à leur manière, mais nous-mêmes intrinsèquement, c'est d'abord nous. Est-ce que nous-mêmes nous croyons que nos joueurs sont mieux préparés pour le mondial? Ça, c'est la question que moi je me pose en fonction de la question de Pascal. Moi, comme j'ai dit, si je me base sur les faits, je dirais oui. Mais est-ce que moi-même, personnellement, je crois que cette équipe est vraiment mieux pour, c'est-à-dire que accueillir ce mondial-là, sur l'aspect psychologique? Parce qu'arriver là-bas, c'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Comme tout à l'heure, j'entendais certains dire, bon, on peut mettre Inao, on peut mettre, c'est pas telle personne, telle personne. Ah, faisons attention, hein. Ne partons pas sur, comment on appelle ça, ne partons pas sur les bases de nos émotions. Nos émotions sont, voilà, sont humaines, sont passagères, et ce dont on a besoin sont des valeurs intrinsèques, des valeurs justes. Est-ce que vous pensez que Ignao, là, franchement, honnêtement, de vous à moi, si on met Inao sur le terrain à l'heure actuelle, là, puis joue le ballon? Non, c'est une question que je me pose comme ça, hein. Est-ce que ballon qu'on va vouloir qu'il joue là? Il n'y a pas pu jouer ça là-bas. C'est pas ballon qui joue ici quand on regarde, on est content. Hein. Ça, c'est pas ce niveau là-bas, c'est un niveau x5, x10. Vous comprenez un peu? Et puis aussi, par exemple, faire jouer en même temps peut-être Sangaré et Seko Fofana. C'est un peu comme faire jouer Chouameni et puis Valverde dans le milieu concomitamment. Ça ne marche pas. À chaque fois qu'on les met les deux là, le match du Real est toujours gâté. C'est même chose à Côte d'Ivoire. Quand c'est quoi Sangaré sont là, les deux s'empiètent. Personne ne sait qui doit monter, qui doit rester, qui doit fatiguer. Ils sont mélangés dans le milieu là. On ne peut pas les faire jouer ensemble. C'est-à-dire que trouver la bonne mayonnaise pour le mondial sera la formule. Mais moi, je crois que si on se base, comme je dis, je répète, si on se base sur les chiffres, sur les statistiques, on pourra dire que la Côte d'Ivoire a fait effectivement une bonne préparation. Maintenant, est-ce que psychologiquement, eux-mêmes, là, est-ce que nous-mêmes, là, on est sûr que dans le moment où on va faire mondial, là, on sera vraiment pour faire un mondial? Ça, c'est la question que moi voilà, qui reste en suspens pour moi sur laquelle je réfléchis. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire eu égard à la question de Pascal, quoi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, et puis, moi j'aimerais dire un truc. Hein. Regardez, c'est vrai, on a tendance à minimiser les différents matchs amicaux là pour dire que non, ce ne sont que des matchs amicaux. Mais je vais vous donner des indices. Regardez les équipes le comportement des équipes en match pendant les matchs amicaux. C'est le même comportement que ces équipes auront lors du mondial. Il n'y a pas de différence. Parce qu'un match amical là, il est fait déjà pour tester des dispositions sur le terrain. Il y a plusieurs équipes aujourd'hui présentement sont regarder le match du Sénégal face à l'Arabie Saoudite. Comme je le disais d'entrée,
Là, il n'y aura pas de petite équipe. Et regardez le match Arabie Saoudite Sénégal. Présentement, il y a 0-0. Les Saoudiens arrivent à tenir bon, arrivent à contenir les Sénégalais parce qu'ils ont l'envie, ils ont la détermination, ils sont prêts mentalement à jouer les uns pour les autres. Et ce genre de configuration-là, ce sont ces mêmes configurations qu'on va avoir lors de ce mondial-là, où le petit poussé sera déterminé à créer, à réaliser de l'espoir. Moi, je suis pour ceux qui pensent que les matchs amicaux, peut-être, les victoires sont du bon augure, dans la mesure où elles servent à une prise de conscience collective par rapport aux différents joueurs qui vont peut-être nous représenter. Ça veut dire que oui, si on arrive à peut-être faire de telles performances ensemble, cela veut dire que la stratégie que le coach met en place pour pouvoir atteindre la victoire, elle est bonne parce que on a eu à peut-être expérimenter ça durant un match de grande envergure et ça a marché. On a gagné ce match-là ensemble. Pas forcément parce qu'on était la meilleure équipe sur le terrain, mais parce qu'on était déterminés. Nous étions peut-être plus, on a plus eu l'envie de créer l'histoire. Et si on est toujours dans cette logique-là, dans cette dynamique-là. C'est plus l'état d'esprit que tu priorises, c'est ça? Voilà. Donc, si on est toujours dans ce contexte-là, je pense qu'on peut faire forte impression. Donc, pour moi, il va falloir vraiment que mentalement, les garçons soient prêts. Parce que quand on dit mentalement, c'est tout ça. Soit à accepter déjà pour ceux, quand même, on a vu la dernière Coupe du Monde 2022 où l'Argentine remporte, même Lionel Messi qui ne défendait pas, a accepté de défendre avec son pays pour dire que on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble. Et une compétition, c'est pas forcément l'équipe qui produit le plus beau football qui réussit la compétition. Une compétition se joue à tellement des petits détails. Tu peux dominer, avoir la possession, une perte de balle seulement au milieu de terrain, un contre, tu prends un but et c'est bouclé. Donc, pour dire que, moi, s'il y avait une devise à donner, rigueur, discipline et réalisme. C'est trois. Rigueur, discipline, réalisme. On est bien discipliné tactiquement, on est rigoureux, généreux dans les efforts et on est réaliste devant les buts. Je pense que si on a ces trois devises en tête, on peut aller très loin pour moi. Pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est dit que, comment on dit ça? Alors, d'abord, je vais poser une question. Est-ce que, ma question est un peu bizarre, mais bon, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Est-ce que, et puis je veux vraiment que vous me donniez vos impressions, j'en ai vraiment besoin. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire sera le vainqueur de cette compétition? Est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire sera le vainqueur de cette compétition? C'est l'une de mes propagandes en fait que je vais mettre en place. C'est une propagande que je vais mettre en place. Regardez, actuellement, ils ont commencé avec les histoires de prédictions de voilà, il y a une IA qui a généré, qui a dit que en telle année, tel pays devait gagner, il a gagné, tel pays devait gagner, il a gagné, Non, mais c'était pas IA. Non, c'est un cas parmi tant d'autres que je crois en fait, pour essayer de vous aider dans la construction de vos idées par rapport à ma question. Voilà pourquoi je parle d'une vague de propagande en fait. Donc, comme tout à l'heure je le disais là, aujourd'hui on est dans un monde technologique où d'abord la première bataille, elle se fait d'abord de façon psychologique. Voilà, donc imagine, on vous dit que c'est l'Espagne qui est vainqueur de cette Coupe du Monde là, et puis tu crois l'Espagne peut-être en 8e de finale. Vous voyez un peu ce que ça fait. Psychologiquement dans ta tête, ça sonne quoi? Ah, c'est le vainqueur, c'est le vainqueur. Comme ça, tout ce qu'il veut faire, c'est le vainqueur. Mais qui t'a dit, c'est écrit où, c'est quelle loi de la nature, qui de divin a instauré que c'est le vainqueur? Personne. C'est écrit nulle part. Chacun a toutes ses chances. C'est comme ça que moi je pense. Mais puisque la propagande est déjà créée dans ton esprit, dans ta tête, dans ta pensée, c'est fini, ça te tue. C'est pourquoi Achille Patrick leur disait que avant d'aller sur le terrain, là, votre combat ne commence pas sur le terrain, votre combat commence contre vous-même. Si vous-même, vous êtes déjà faible mentalement, vous l'avez déjà perdu. Donc, vous devez être fort dans la tête. Vous comprenez un peu. Donc, je veux savoir, est-ce que selon vous, vous croyez que la Côte d'Ivoire est vainqueur de la Coupe du Monde 2022? Si oui, pour moi, on doit lancer la plus grosse vague de propagation dès maintenant. Ok. Je pense que souvent aussi, il faut faire preuve de réalisme. Il faut faire preuve de réalisme, d'analyse. C'est vrai que quand tu parles, par exemple, il y a quelques preuves divines ou bien qui montrent véritablement que c'est l'Égypte qui va gagner. Je pense que c'est plus sur quand tu te bases un peu sur l'état des formes, puisque les équipes ont joué des matchs avant. Tu vois un peu, les équipes ont eu des compétitions avant. Les joueurs qui composent ces équipes-là ont eu aussi à évoluer dans des championnats, qui ont évolué aussi dans des compétitions, qui ont eu des performances. Donc, je pense que c'est ce tout-là que les gens regardent plus ou moins pour pouvoir dire que telle équipe ou telle équipe est favorite, en fait. C'est ce qui n'est pas faux, en fait, ce qui n'est pas mauvais. Voilà.
Mais je pense que le plus important, comme toi-même tu l'as dit, et puis Adam l'a dit aussi, hein, c'est l'état d'esprit, au fait. C'est le fait de croire que on a les capacités, on a les moyens de battre telle équipe ou telle équipe, match après match. Et je pense que l'illustration parfaite même là, c'est la CAN qu'on a remportée à domicile. Hein. Après notre débat face comment on appelle ça, notre débat face à Guinée équatoriale, on a perdu 4-0. Les Sénégalais, c'est pour ça que jusqu'à présent, n'arrivent pas à digérer la défaite face à la Côte d'Ivoire parce qu'ils s'attendaient à nous punir 3-0, mais 4-0 en fait. Voilà. Et qui puisse être même, ils ont vite marqué les premiers buts avec Abid Diallo. Je ne sais plus si c'était à la 8e ou 10e minute, mais ils ont très vite marqué. Donc, ils se sont dit que ça allait être un match facile pour eux. Mais au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le match, ils se sont rendus compte que non. Ils avaient affaire à 11 éléphants qui ne voulaient pas perdre et puis quitter la compétition devant les pays, au fait. Voilà. Tout le monde nous donnait, tout le monde nous donnait éliminé après ce match face au Sénégal. Sénégal qui était sorti premier du pool, 0 match perdu. Le Sénégal qui avait tous ses joueurs qui étaient en forme. Les Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, tout le monde était là, en fait. Mais par la détermination des joueurs, la tactique du coach, on a pu répondre aux défis et puis on a pu s'en sortir. Et encore plus même, et c'est encore démontré face au match au Mali que nous tous on a vu. Hein, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout le monde a vu ici comment ça s'est passé. Le match qui s'est remporté au mental, au forceps, avec un gros état d'esprit et on a voulu la victoire. Donc, c'est ce qu'il va falloir en fait à chaque match. Un peu comme ce que le ministre avait dit. Chaque match, chaque seconde, il va falloir que nos joueurs se donnent. Même si la dernière fois, j'ai envoyé les cotes dans le groupe, même le match face à l'Équateur, on a donné underdog. C'est l'Équateur qui est favori et largement même. L'Équateur est largement favori. Quand tu vas sur beaucoup de sites, tu écoutes beaucoup d'analyses et on nous donne perdant. On va sortir du troisième, on va terminer troisième du groupe. Mais voilà, c'est les prédictions que les gens font. Après, c'est à nous de les faire monter sur le terrain en fait. Et puis, je pense que nos joueurs, avec l'encadrement technique, sont armés pour le faire. Quoi. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Adam, si tu peux dire quelque chose, si tu veux. Bon, moi, ce que je voulais dire aussi que l'histoire du football nous a maintes fois appris que les grandes compétitions aussi se gagnent aussi avec de grands gardiens. Et si notre gardien titulaire Yaya Fofana arrive à réitérer sa performance face au match face à la France, je pense que ça sera tout bénéfique pour tout le groupe parce que le gardien aussi, ça sert à combler un peu les erreurs défensives de toute l'équipe. C'est lui qui est le dernier rempart, comme on le dit dans notre jargon. Donc, on espère que vraiment ce dernier-là soit en état de grâce et qu'il vraiment arrive à réaliser les arrêts qu'il faut au moment où il faut aussi. Parce que le match face à la France, mieux était ses arrêts à des moments précis du match. Peut-être qu'en première mi-temps, le match était déjà plié. Donc, pour moi, ça peut arriver que quelle que soit l'animation défensive, quel que soit le dispositif défensif que met en place l'entraîneur, il peut arriver que l'équipe adverse réussisse à casser le verrou. Et on aura que Yaya Fofana en dernier rempart pour nous sortir des arrêts de grande classe. On espère que vraiment, durant ce mondial-là, la grâce va le localiser et les anges vont vraiment garder nos buts et permettre à Yaya Fofana de aussi dans le panthéon du football mondial pour moi. Donc, il va falloir aussi porter les prières vers ce gardien-là parce que s'il lui en forme, il rassure la défense. S'il fait de bons arrêts, il galvanise aussi la défense. On espère que vraiment Yaya Fofana sera vraiment un véritable mur de Berlin et va nous sortir des grands arrêts. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le volet du portier. Effectivement. Il doit communiquer plus avec ses défenseurs. Il ne communique pas assez avec ses défenseurs. C'est quelque chose sur lequel il doit travailler. Moi, je vois aussi des nations, certaines nations de football assez revanchardes pour ce mondial-là. L'Allemagne qui a peut-être raté l'édition 2018 et 2022 voudra vraiment se racheter. Il y a plusieurs nations comme ça, l'Angleterre, etc. Mais comme moi, je l'ai déjà dit à un confrère, pour moi, les nations qui sont attendues réellement à réaliser une grande Coupe du monde, là, pour moi, c'est ces nations-là qui vont peut-être flopper. Mais cette année, je vois peut-être le Brésil, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau du Brésil, fait une grande compétition. L'Allemagne aussi. En tout cas, toutes ces grandes nations qui floppaient un peu durant ces dernières éditions-là, pour moi, elles reviendront en force. Ces nations aussi qui ont été vraiment en vogue récemment, là, elles aussi, peut-être qu'elles seront en baisse dans ce mondial-là. Mais tout laisse à être encore plus concentré et puis observer encore, vu que c'est dans 2 jours, on rentre dans la compétition officiellement. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger les petites équipes, surtout celles qui n'ont pas les pressions. Ces nations-là, même qui sont peut-être à leur première participation, c'est à prendre en compte et ça, à ne pas les négliger. Quand je regarde le match du Sénégal déjà face à l'Arabie Saoudite, ils sont déjà, même si c'est un match amical, mais on sent vraiment que
l'écart n'est pas abyssal entre les nations maintenant. Donc, il va falloir vraiment être concentré. Bon, justement, tu as parlé un peu de l'Allemagne, tout ça là. Mais hier, il y a un truc qui m'est arrivé ici, j'étais sorti, j'ai un colis qui est arrivé, donc la poste a fait répartir. Mais comme j'étais habillé en maillot, en maillot de supporter, là. Mais il y a un Allemand seulement qui a fait toutes les courses pour moi, hein. Curieusement, en s'approchant de moi pour parler de football, tout ça. Mais cette année, 75% des Allemands n'ont pas trop confiance à leur équipe. Ils disent que c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune. Donc, il n'y a pas de chose. Mais en plus, le gars, moi, quand on parlait, il a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, qui fait le seul match que la Côte d'Ivoire a joué face à la France même. Voilà. Donc, le gars était venu pour venir se renseigner, tout ça. Il a dit, mais la Côte d'Ivoire a monté une leçon de football. Surtout quand le gars critiquait, il me parlait des buts, là, comment les buts ont été construits. Il dit ça a été enseigné. C'est des buts qui sont enseignés dans les écoles de football, que les buts ne sont pas venus au hasard. Donc, on est resté à parler. Bon, après ça, il m'a demandé dans la poule qui tu trouves à être vainqueur. Il dit, dans la poule, nous avons 3 équipes, de 3 pays, en tout cas, il ne faut pas les négliger. Soit un match nul pour les 3 équipes, et chacun aura 5. C'est vraiment le gars pour expliquer. Hein. Maintenant, il dit soit les 3 équipes auront 5 points, 5 points. C'est-à-dire que nous, on va faire match nul avec l'Allemagne va faire match nul avec l'autre, on fait match nul avec l'autre. Maintenant, tous les 3 équipes vont taper une course pour pouvoir passer. J'ai dit, ouais, taper aussi vraiment le football. C'est pas une science exacte, nous on voit ça, mais tout va dépendre aussi de ce que chaque nation va proposer lors du jour de la rencontre. Donc, sinon que l'Allemagne, ici, les gens n'ont pas trop confiance à l'équipe cette année, hein, comme les autres choses. Mais comme il va y avoir Moi, pour revenir à ce que tu disais là, par rapport au manque de confiance des supporters face à leur équipe nationale, là, c'est tout à fait normal. Hein, parce que moi, je suis les adversaires. J'ai vu que déjà, au fait, au sein de l'Allemagne, il y a des problèmes. Déjà, Nagelsmann, par exemple, il a beaucoup décrit au niveau de l'Allemagne. Il a fait une sortie sur un attaquant qui s'appelle Denis Undav en disant que oui, c'est juste un attaquant fixe qui ne bouge pas, alors que lui, il avait besoin d'un vrai faux neuf qui serait capable de beaucoup dézonner pour son système. Donc, déjà, les médias allemands même commencent à critiquer le fait qu'il puisse chier un peu plus son joueur publiquement. Denis Undav, il ne trouve pas Denis Undav comme un grand numéro 9, alors que c'est Denis Undav qui est le meilleur buteur du championnat allemand et le meilleur buteur allemand du championnat de Bundesliga cette année. Bon, il y a ce problème-là. Il y a un autre problème aussi, on nous dit aussi que Nagelsmann et Joshua Kimmich ne s'entendent pas très bien par rapport à leur vécu au niveau du Bayern de Munich. Pareil aussi avec Manuel Neuer, parce que lors de son passage au Bayern de Munich, c'est ces joueurs-là qui ont poussé vers la sortie. Donc, il y a ces antécédents un peu avec certains joueurs. Et d'autres aussi décrit un peu sa méthode de travail, disant qu'il n'est pas beaucoup humain, il est plus sur le travail. Il n'est pas ce truc-là qui est sentimental, qui essaie de rassembler, comme Guardiola, par exemple, qui est critiqué pour ce côté humain là. Donc, avec tout ça, ça fait que vraiment, et puis avec les récentes aussi déceptions lors des dernières éditions, c'est normal que les supporters soient sceptiques aussi face à la prestation de l'Allemagne. Mais je pense que l'Allemagne va renverser la vapeur aussi pour moi. Pour moi, je ne vois pas l'Allemagne flopper une 3e fois d'affilée en Coupe du Monde. Elle fera vraiment une bonne prestation. Mais comme je l'ai dit là, les équipes que moi je vois vraiment flopper, surtout en Afrique, je trouve que le Sénégal et le Maroc là, ils ne pourront pas répondre aux attentes qu'on place en eux, au fait, sur le plan africain pour moi. Parce que faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas évident que le Maroc puisse récidiver encore sa demi-finale, sachant très bien que cette équipe-là sera attendue, elle sera l'équipe à battre sur le plan africain, sera l'équipe à battre, l'équipe qui sera vraiment attendue de pied ferme par toutes les grandes nations. Et aussi le Sénégal qui est vraiment médiatisé, qui est mis en avant pour ses récentes prestations. Pour moi, je ne trouve pas le Sénégal vraiment assez flamboyant. L'animation offensive, je ne trouve pas offensivement, je ne trouve pas le Sénégal assez piquant, pointu. Donc, moi, je pense que ces 2 nations qui sont vraiment mises en vogue sur le plan africain, là, peut-être n'iront pas loin. Et sur le plan européen aussi, la France, moi, je suis désolé, mais je ne vois pas la France aller jusqu'en finale encore pour une 3e année, pour une 3e Coupe du Monde consécutive. Je ne vois pas la France arriver en finale. En tout cas, moi, je pense qu'il y aura des surprises dans ce mondial, mais ceux en qui il y a beaucoup d'espoir, je ne pense pas qu'ils pourront vraiment faire. Moi, c'est mon ressenti sur ce mondial. Ok, en tout cas, on a hâte que ça commence. Le mondial commence jeudi. Donc, on attend de voir. C'est jeudi. Ça commence jeudi. Jeudi. Et le jeudi 13. Yeah. Oui. Oui, jeudi.
Il y a 2 matchs le jeudi. Il y a le match d'ouverture. Et puis après, tu vas courir contre République tchèque. Et puis à partir de vendredi, c'est au moins 4 matchs. Hein. Midi, 15h, 18h et puis 23h, je pense. Voilà. Maintenant, nous, on rentre en compétition. Le dimanche, je crois qu'on va jouer le 3e match de la journée, si je ne me trompe pas. Normalement, à 18h ici, il ne fera pas trop chaud. Voilà. Le soleil sera déjà un peu descendu un peu. Donc, je pense que nos joueurs devraient évoluer dans de bonnes conditions. Mais dites-moi, là-bas aux États-Unis, là-bas, pendant l'été, là, le coucher de soleil, c'est quoi? C'est 20h ou c'est quelle heure comme ça? Parce que généralement, pendant l'été, il y a l'impression que les journées sont plus longues que les nuits, en fait. Contrairement à l'hiver, je sais pas. Non, moi, Ici, là, pendant l'été, les journées sont plus longues. Là, il est déjà presque 20h, mais c'est maintenant que le soleil va chercher à se coucher. Donc, voilà. Mais bon, les gars, moi, je dois vous laisser. Je vais vous rejoindre tout à l'heure, là, mais je dois vous laisser pour 15 minutes. 15 minutes, puis je reviens. c'est pareil aussi ici. Hein. Ici, en Europe aussi, l'été, en été, parfois même à 22h, même, il y a le soleil ici. Hein. Parfois même à l'été, mais la semaine passée, j'ai eu 2 jours, on a eu 2 jours à 21h. À 21h, il n'y avait pas encore le soleil. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais généralement, moi, en Russie, là-bas, par exemple, quand il est 20h souvent, pendant l'été, hein, il y a toujours le soleil. Et puis, la journée, là, c'est-à-dire que le lever du soleil se faisait très tôt, de façon très matinale. C'est-à-dire que le temps de sommeil, même, tu sens vraiment que vraiment, la nuit est très courte. C'est-à-dire que l'obscurité même devient très courte. Tu vois, tu as arrêté comme ça, la journée, nous, chez nous, par exemple, à partir de 5h, déjà, le soleil sort. C'est jusqu'à 20h, souvent, que le soleil se couchait. Bon, après, ça dépend aussi des zones. Hein. Bon, comme moi, j'ai remarqué le match d'hier, Côte d'Ivoire, Philadelphie, il y a vu que 19h pour le soleil. C'est pour ça que je me suis dit, c'est que aussi c'est pareil que lui. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil là-bas. Mais c'est que le temps est décalé, quoi. Il est décalé. Parfois, où certains sont mieux ici, c'est maintenant eux-mêmes là. Ils sont en pleine activité. Donc, c'est pareil. Sinon, bon, nos matchs, ça va dépendre, hein, ça va dépendre. Ça va dépendre maintenant de la fraîcheur physique, mentale de tout le monde le jour J. L'entraîneur va faire son choix. J'espère qu'il va faire entrer les bons éléments pour pouvoir gagner ce match-là. Et j'espère qu'il va pas jouer sur faillir parce que lui, il faut attendre à beaucoup de surprises. Voilà, donc c'est un peu ça. Chacun s'étudie, il lit les vidéos, surtout les dernières rencontres là. C'est l'adversaire, ils sont assis là, ils étudient parfaitement qui est fort, qui peut faire le jeu. Je sais on espère qu'il va mettre tout en place et puis bon, ils vont nous faire vibrer. Bon, nous, on a confiance à eux. Ils savent que où ils sont partis là. Il y a tout un pays qui compte sur eux. Tout le monde les regarde. Donc à eux de pouvoir soulever la pente et puis nous faire quand même plaisir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Moi, il y a une équipe qui était, moi, je crains pour cette équipe-là, c'est l'Afrique du Sud. Le match d'ouverture, là, ça va vraiment chauffer pour eux. S'ils sont pas prêts physiquement, on s'est fait prendre une raclée parce que le Mexique que je vois à domicile, putain, c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire le Mexique, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, déjà, il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, l'intensité qu'ils imposent, l'effervescence même du stade, c'est-à-dire que l'ambiance, et puis ça, tout colle. C'est-à-dire qu'ils vont t'intéresser une presse, ils sont sur toi. En une minute, il peut se créer 2 ou 3 occasions en une minute. Ils sont sur toi. Tant qu'ils ne te marquent pas, ils sont sur toi. En tout cas, là-bas, c'est vraiment les Sud-Africains. Si physiquement, ils ne sont pas prêts d'entrée de jeu, là, ils vont se faire surprendre. Donc, ça, c'est vraiment. Tout le monde croiser le Mexique, on va se méfier. Ouais, mais tu sais quoi que les Sud-Africains, c'est qui les arrange aussi. Hein. Ils ont au moins c'est 2 à 3 clubs qui composent l'équipe nationale. Hein. Donc, les Sud-Africains, sur ce plan-là, ils ont l'habitude de jouer ces grands matchs-là aussi. Et comme tu l'as dit physiquement, parce que les gars jouent devant les publics, mais le football sud-africain, quand tu le regardes maintenant, il y a des Brésiliens qui jouent, beaucoup de Brésiliens jouent dans les championnats maintenant, hein, mais les Sud-Américains vont jouer aussi là-bas. Donc, moi, ça, sur ce plan-là, j'ai pas trop peur pour eux parce que c'est comme quand tu prends l'équipe sud-africaine, c'est 2 équipes et puis bon, les autres là, viennent à compléter l'équipe. Donc, ça veut dire que d'abord, ils ont un fond de jeu et eux, ils ont un jeu très rapide. Si c'est un jeu rapide, l'Afrique du Sud développe très bien, mais tout va se passer comme moi je disais,
sur le mental, et puis, bon, comme tu le dis, attends de dire, sinon que la pression, moi, je pense pas trop que chose, ils vont se subir ça. Voilà. Mais, En tout cas, c'est déjà bien moi, je pense qu'avec 10 représentants, 10 représentants africains, minimum, au moins, pour moi, hein, il faut la moyenne, au moins 5 pays, au moins, qui passent au tour suivant. Pour moi, 5, sur les 10 là, minimum, ça n'a rien fait, au moins que 5 pays, au moins, soient capables de sortir des phases. Ça va au moins, ça va donner plus de chance à l'Afrique d'aller loin encore dans la compétition. Mais s'il y a plein qui sont très tôt là, ça sera compliqué. Et puis, il y a une équipe qu'on sous-estime, l'Algérie. L'Algérie aussi, là, les pays maghrébins aussi ont tendance souvent à réaliser de belles prestations en Coupe du Monde. Et donc, l'Algérie aussi, il faut jeter un coup d'œil. Moi, je vois une équipe comme le Congo RD, par exemple. Congo RD, quand ils voient les similitudes avec nous, sauf que nous, on a plus de talent que défensivement. Souvent, ils font des bonnes premières mi-temps, mais offensivement, c'est encore nul. Et aujourd'hui, ils ont perdu 2-1. En tout cas, moi, l'équipe africaine a. Le Congo RDC là, moi, j'ai pas trop confiance à eux. Parce que pourquoi? Ils ont des joueurs, je sais pas si quel critère l'entraîneur ne les a pas appelés. Des joueurs qui pourraient même faire changer. C'est-à-dire que le joueur, c'est-à-dire que dans 5 minutes, tu sens que celui-là, il est rentré, le jeu a changé. Même les Congolais, les mêmes présentations qu'on a fait ici, nous les Ivoiriens, c'est la même chose que les Congolais ont fait, hein, mais après, ils sont restés là-dessus. Mais maintenant, voilà une équipe aussi que nous, on s'estime. Ceux qui ont éliminé, c'est Cap-Vert, non? Qui ont éliminé Sénégal, c'est le Cameroun, là. Qui ont éliminé, qui étaient dans la poule de Cameroun, et ils sont c'est Cap-Vert. Non, ceux-là, ils vont faire une grande surprise. Par la main, je les vois là. Le football où les gars jouent là. Non. Moi-même, la fois passée, il y a les matchs, là, avant des matchs de préparation. Le football, les gars, on fait sortir. Quand tu les vois, tu as dit que c'est l'équipe des Espagnols qui a joué. Des Espagnols qui a joué. Ils ont laminé les gars là 3-0. En tout cas, il faut qu'ils se concentrent. Et puis ne pas manquer le premier match. C'est-à-dire, chaque équipe africaine, les premiers matchs là, il ne faut pas se manquer. Moi, je pense que si on arrive à battre l'Équateur, on aura fait le plus dur. Parce que derrière, on va aborder sérieusement le match face à l'Allemagne. Il ne faut pas perdre ce match face à l'Équateur là. Et puis la concentration. Ces défenseurs là qui ont tendance à faire des fautes bêtes inutiles à la dernière minute, donner des pénaltys, le cas c'est calmer, éviter surtout ces genres de largesse défensive là. Voilà, la concentration, c'est important. Hein. Ouais, oui, effectivement, ça c'est très important. Et puis c'est parler beaucoup. La communication, c'est tout. Le gardien de but doit beaucoup parler à ses défenseurs. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit mieux. Jouer un jeu collectif. Voilà, un jeu collectif, et puis s'attendre beaucoup, faire des passes un peu, ressortir vite la balle. Voilà, jouer collectivement, et puis en tout cas, s'attendre beaucoup, quoi. Donc, en tout cas, bon, c'est un peu ça. Bon, nous, on ne fait que spéculer. Hein, bon, après aussi, bon, on va voir le premier match. Le premier match, en tout cas, va nous mettre sur les rails. Hein. Mais moi, la manière que je vois là, j'espère que on ira on ira, parce que moi, j'ai quand même confiance. Maintenant, comme l'autre l'a dit, notre ennemi, c'est nous-mêmes là. Donc, c'est ça, on va regarder. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, on va regarder comment ça s'est passé, quoi. D'accord. Donc, vous ne parlez pas des Black Stars. Le Ghana, quoi. Le Ghana aussi, c'est ça que je dis. Il dit, pour moi, le Ghana a déjà préparation mitigée en termes de résultats, c'était vraiment compliqué. Si ce n'est peut-être le dernier match, ils ont fait encore un match nul face au pays de Galles, mais encore après, tout va dépendre de l'entrée, tout va dépendre de l'entrée en liste des équipes africaines. Toi qui montes, tu montes ton premier match, tu as l'impression. Bonne impression Coupe du Monde. Oui, ça, historiquement, c'est vrai. Les seules nations africaines qui font toujours bonne impression en Coupe du Monde. Ils sont même souvent comparés aux Allemands, on dit les Allemands d'Afrique. Ils sont tenaces, ils ont cette détermination, cette haine depuis toujours. Mais le match de Sénégal, moi, je ne sais pas si les joueurs se réservent. Hein. Mais si c'est ce football-là, le Sénégal allait jouer là. Bon, moi, en tout cas, ça me laisse pas grand-chose, hein, franchement dit. Surtout les 2 derniers matchs du Sénégal là. L'autre match, ça là, je ne les vois pas trop, quoi. Bon, au fait, peut-être que il me demande, peut-être il joue aussi, s'il réserve aussi, tout ça là, mais moi, en tout cas, le Sénégal ne me donne pas cette année de bonne, il me donne pas de bonne satisfaction. Moi, c'est qu'ils s'en voit ici là. C'est pas ça, quoi. Et puis, bon, le jeu est un peu dominé légèrement par ces gens-là, l'Arabie Saoudite là. Donc,
C'est pas trop ça. L'Arabie Saoudite, c'est une bonne équipe. Hein. C'est pour ça qu'il dit, mais le Sénégal ne peut pas donner plus que ce qu'ils sont en train de faire en match amical. Là. C'est moi qui vous dis ça. Ce match-là, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il ne peut pas donner plus, il ne peut pas aller au-delà. Ils sont en train de se battre. Sauf que peut-être que présentement, ils font face à une adversité aussi. Sinon, ils ne voient pas le Sénégal encore au-delà. Parce que ce Sénégal, le jeu qu'ils sont en train de produire, là, pour moi, c'est à peu près le même jeu qu'ils ont produit lors de la CAN qu'ils ont remporté. Donc, je ne crois pas le Sénégal aller encore au-delà de ce jeu produit. Exactement. Le Sénégal, ça dit que moi, souvent, il dit c'est le Sénégal, c'est la volonté, ils ont la volonté physique qu'ils ont. Mais ça dit que, comme chez nous là-bas, on dit qu'il y a toujours un sudoué chaque génération. Là. Le Sénégal, c'est pas comme ça. Le Sénégal, ça dit qu'ils jouent un football du physique. Bon, c'est vrai, il y a quelques rares qui sortent du lot, mais c'est pas le football. Comment ça s'appelle la même qui fait, c'est-à-dire que quand tu regardes sur le match du Sénégal, ça donne envie de regarder. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'as vu, il y a comment ils sont dominés, mais moi quand je les vois même, d'accord, c'est pas ça. Moi-même là, à moins que ce match à nous trompe, hein, parce que comme on dit, il y a des matchs amicaux, puis il y a la chose. Voilà, donc. Selon comme tu l'as dit aussi, je vois aussi l'Algérie. L'Algérie, je le vois parce que l'Algérie c'est un peu réservé, mais au dernier moment, quand les gars jouaient, surtout le match entre eux, qui s'est passé aux Pays-Bas et eux, là, à la deuxième mi-temps, quand ils ont essayé de jouer, là, ils ont bousculé la défense hollandaise. Hein. C'est vrai, les deux équipes ont raté beaucoup d'occasions, mais à un moment donné, au départ, j'ai senti que les gars jouaient sur réserve. Mais quand ils avaient une ouverture, ils ont pas développé les jeux là. Les équipes ils jouaient à l'égalité. Donc, eux aussi, ils peuvent faire aussi une grande surprise après, dans cette canne. Ce que je ne vois pas du tout là, c'est parmi les pays maghrébins en Afrique là, c'est la Tunisie. À moins que les gars me font changer d'avis. La Tunisie, non, moi, je ne le vois pas trop. C'est parmi les pays maghrébins, c'est la nation la plus faible que moi j'ai vu qualifiée que je vois. Non, à moins que je change de choses. Les gars me fêtaient. En tout cas, moi, je pense que tu as fait une belle analyse concernant les nations africaines. En tout cas, ma seule crainte, c'est que la victoire de la Côte d'Ivoire face à la France, là, est-ce que ça n'a pas été aussi un signal d'alarme au niveau des grandes nations de ne plus prendre les matchs à la légère? C'est-à-dire que déjà, toutes les grandes nations là vont commencer à entrer fort en se disant que on ne veut plus être on ne va passer pour être la ridicule au fait, en se faisant encore tabasser contre une nation africaine. Parce que pour moi, la victoire aussi de la Côte d'Ivoire face à la France, ça fait le tour du monde. Et puis, toutes les nations, toutes les grandes nations ont commencé à faire cette prise de conscience pour dire attention, les nations africaines, attention. Bon, tu vois, non, je reviens un peu. Hein. Le match qui s'est déroulé entre la France et chose, effectivement, ça fait le tour du monde. La France et la Côte d'Ivoire, ça fait le tour du monde. Moi, je te disais que hier, il y avait mon colis qui était venu, puis moi, j'étais parti parler avec hier. Le fait que le gars m'a vu, il s'est approché de moi. Donc, on disait que c'est vrai, ça fait le tour du monde. Les gens me prennent très au sérieux. Mais moi, je trouve aussi au même moment que les gars prennent ça au sérieux, mais il faut te dire qu'on a une des. C'est pas parce que nous sommes ivoiriens, comme moi je l'ai dit, hein, on a une des belles attaques au monde. Hein. Notre attaque, beaucoup de pays rêvent. Mais quand tu vas même dans les chaînes Équateur, là, et même là, il parle de notre attaque. Hein. Le seul truc que les gars critiquent un peu chez nous, c'est notre milieu, mais c'est que les gars montent un peu là. Donc, les gars parlent beaucoup de ça. Et ensuite, l'Allemagne et nous, là, on avait joué un match. L'Allemagne et nous, on s'est croisés une fois. On a fait jeu égal. Hein. On a fait jeu égal à l'Allemagne. Le jeu, mais je me rappelle très bien. On a fait 2-2. 2-2 même ici. Je me rappelle très bien. Donc, sauf l'Hollande qui nous a battu, je crois, 2 fois. Hein. 2 fois en 2006 et je crois en 2000, comme il y a là, tout dernièrement, il n'y a pas trop longtemps. Donc, beaucoup les gars savent que la Côte d'Ivoire est une chose. Même ici, même quand les gars te posent question, c'est quel est vos sports préférés? Nous, on a tendance de dire que en Côte d'Ivoire, 75% tout le monde savent jouer au football. Maintenant, il y a d'autres qui pensent à pour leur métier, tu vois, dans quelque chose. Donc, c'est pas comme le gars même disait ça, mais l'Allemand me disait que ce qu'il a remarqué les Ivoiriens, les Ivoiriens aiment jouer les pieds nus d'abord, et après ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à fleurer les choses. Mais ici là, ils font les cours de football, ils vont à l'école pour ça, tout ça là.
Il veut dire que par là que nous c'est-à-dire qu'on est surdoué. On est surdoué avec le football. Beaucoup sont surdoués. C'est-à-dire que le football est pris par pratique. Mais ce qui nous manque, c'est les tactiques. Et c'est ces tactiques-là que, c'est les résultats-là que, et psychologiquement. C'est ce que nous, on attend de mettre en place maintenant. Quand tu vois que les pays africains essaient de mettre en place, tu vois que le cas n'est plus loin. Le cas n'est plus aujourd'hui. Une équipe africaine comme la Côte d'Ivoire, je pense, en exception pour 3 à 4 pays, peut regarder ces nations qui ont remporté la Coupe du Monde et puis les regarder, puis jouer le football que tout le monde pratique. Donc,